Good morning, everyone. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à cette séquence. Alors, j'ai pensé à différentes options pour la séquence d'aujourd'hui. Mais lorsque j'ai vu ce qui se passait au Soudan ces derniers jours, j'ai renoncé à vous assommer avec des statistiques. À Fashta, j'ai vu des tranchées, j'ai vu des amis, des voisins et des proches dont les corps avaient été jetés les uns par-dessus les uns les autres. J'ai vu les corps de membres d'une même famille suspendus aux arbres. Et c'est ce que Dali Mohamed nous a dit, ce qu'il a dit à la presse. Et ce sont des histoires qui se produisent à Gaza, au Congo et dans le monde entier. Des enfants victimes de conflits armés. La proportion de femmes tuées a été multipliée par 2 par rapport à l'année dernière. Le personnel médical, le personnel humanitaire est tué de manière beaucoup plus importante que par le passé. Des collègues, nos collègues internationaux. Or, les dommages parmi les civils ne sont pas une fatalité. En effet, même les conflits sont régis par des règles. Aujourd'hui, nous avons avec nous, lors de cette table ronde, des invités émérites qui discuteront de l'application du droit international humanitaire et qui nous parleront des moyens de remettre en pratique des grandes règles qui ne sont pas que lettres mortes. Aujourd'hui, nous avons Mirjana Spoljaric-Ega, présidente du Comité international de la Croix-Rouge. Nous avons M. José Manuel Álvarez, ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération du Royaume d'Espagne. Nous avons M. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, et Mme Kasia Ollongren, représentante spéciale pour les droits de l'homme dans l'Union européenne. En tant que votre humble animateur, je suis Hichem Kadraoui, directeur exécutif du Centre pour les civils dans les conflits. Je vais commencer par vous, Mirjana. Les États ont donné au CICR un mandat qui consiste à protéger les conventions de Genève. Aujourd'hui, la règle de droit est menacée à mesure que le respect du droit international humanitaire est érodé et le contourne plutôt que de le protéger. Que se passe-t-il si les acteurs ne protègent pas ce droit? Et comment est-ce que des initiatives internationales avec les États peuvent protéger le droit international humanitaire? Merci, Hichem. Merci et bonjour à tous mes collègues. C'est un honneur d'être ici et de partager l'estrade avec ces invités distingués. Vous ne vouliez pas commencer avec des statistiques. À l'heure actuelle, nous connaissons une décennie de guerre unique. Depuis que j'ai pris ma position, nous avons enregistré plus de 120, 130 conflits armés. Et ce que l'on constate, ce n'est pas seulement une augmentation du nombre de conflits par rapport aux décennies précédentes, mais ce qui est frappant, c'est que l'on voit non seulement des conflits internationaux, c'est-à-dire une augmentation du nombre de conflits entre États, mais également des conflits de plus en plus importants. 12 millions de personnes déplacées au Soudan, quelque chose qu'on n'avait jamais vu par le passé. Gaza, complètement détruite, sinon oblitérée. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Plus de 150 000 personnes disparues entre l'Ukraine et la Russie. Et on sait que ça n'est qu'une portion de la réalité. On craint de ne jamais retrouver ces gens, y compris des soldats et des soldates. La guerre d'attrition, le niveau de destruction, le niveau de souffrance dépasse de loin ce que l'on a pu connaître dans les décennies précédentes. Voilà qui nous ramène aux règles de la guerre, comme l'a évoqué Hichem, mais nous allons y revenir. Dans notre expérience, c'est le seul moyen de freiner ce tsunami.
Nous avons vu la réalité de ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de pression politique. Nous l'avons vu à Gaza. Lorsqu'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de place pour la négociation, il n'y a pas de place pour des discussions qui mènent à un cessez-le-feu. Alors je suis reconnaissante à la France et aux 6 États qui ont été à l'origine de l'initiative qui a donné naissance à cet élan politique qui se prendra forme l'année prochaine. Et c'est 92 États maintenant qui soutiennent ce mouvement. Cette prise de conscience du fait qu'il n'y aura pas de limitation de la situation, il n'y aura pas moyen de lutter contre cette vague de conflits si nous n'avons pas de règles. Et nous devons nous mobiliser pour mettre fin à cela. Monsieur le ministre, la France fait partie des pays, avec le Brésil, la Chine, la Jordanie, le Kazakhstan et l'Afrique du Sud, qui ont contribué au lancement de cette initiative. Comment est-ce que la France utilise les outils à sa disposition et veille à ce que cela ne soit pas simplement une initiative ancrée dans les mots? If you need translation, or if you don't have translation, raise your hand, and I will at least do part of this in English. Je veux renforcer ce que vient de dire Myriana à l'instant. Ce que les chiffres nous disent, c'est que nous sommes entrés dans une période où le droit international humanitaire est foulé aux pieds, où les guerres deviennent beaucoup plus sales qu'elles ne l'étaient auparavant. Ce sont les Nations Unies qui nous disent que, avec 150 millions de personnes déplacées, au travers des 120, 130 conflits qu'évoquait Myriana, nous atteignons aujourd'hui un niveau record en matière de violation de la dignité de la personne humaine et des droits humains. Penchez-vous, puisque le cas du Soudan a été évoqué avec la chute d'El-Fasher qui nous fait craindre le pire, penchez-vous sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement sur la situation humanitaire, qui sera au cœur de la conférence que nous accueillerons cet après-midi à Paris pour apporter des réponses. Ce sont près de 28 millions de personnes qui sont en situation de crise alimentaire, dont 5 millions en situation de crise aiguë. C'est 7 millions de personnes déplacées. C'est une femme violée toutes les 4 minutes, et c'est le risque majeur de voir ressurgir des épidémies dévastatrices comme le HIV, le VIH ou encore Ebola. Ce dont nous nous apercevons au Soudan, à l'est de la République démocratique du Congo, à Gaza, c'est que le droit de la guerre, le droit international humanitaire est foulé aux pieds et que non seulement le nombre de conflits augmente, mais la manière de faire la guerre se dégrade. Et chaque fois qu'elle se dégrade, comme l'a dit Myriana, c'est une nouvelle jurisprudence qui s'installe avec une carte blanche donnée aux belligérants dans d'autres théâtres pour se comporter de la même manière. Il faut évidemment que cela s'arrête. Et je veux qu'on distingue dans ce panel ce qui relève du droit international, de la résolution du conflit, de ce qui relève du droit de la guerre et du droit international humanitaire. N'ayons pas la prétention dans ce panel de mettre fin à tous les conflits, mais travaillons de concert à ce que, lorsque des conflits éclatent, ils préservent les civils, ils préservent les travailleurs humanitaires, ils préservent la dignité de la personne humaine. Pour ça, la France s'engage de différentes manières. Et c'est sa responsabilité, son devoir, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. D'abord en plaidant activement pour débloquer le Conseil de sécurité dans sa capacité et dans sa responsabilité de veiller à ce que le droit international humanitaire puisse être respecté. Pourquoi nous appelons à ce que deux sièges de membres permanents puissent être attribués à l'Afrique, que le Japon, l'Inde, le Brésil, l'Allemagne puissent siéger également
au Conseil de sécurité de manière à ce qu'il soit plus représentatif et que ses décisions soient plus légitimes. Premier élément. Deuxième élément, nous portons avec le Mexique, depuis des années maintenant, une initiative qui vise à limiter le droit de veto en cas d'atrocité de masse. Plus d'une centaine de pays soutiennent cette approche. Ça peut paraître un peu éloigné du sujet qui nous rassemble ce matin, mais au fond, c'est un sujet qui est directement lié au respect du droit international humanitaire, puisque dès lors que le droit de veto ne s'appliquerait pas en cas d'atrocité de masse, alors le Conseil de sécurité pourrait agir beaucoup plus résolument pour mettre fin à des catastrophes humanitaires telles que celles que nous avons pu observer ces dernières années. Et puis, troisième initiative, celle que le CICR a lancée, en nous proposant, avec le Kazakhstan, la Jordanie, le Brésil, l'Afrique du Sud et la Chine, de porter ensemble. Je me réjouis que cette initiative soit soutenue par un grand nombre de pays, et dont l'Espagne, qui porte une voix singulière et forte sur ces questions. Et je remercie beaucoup mon collègue ministre des Affaires étrangères, avec lequel nous échangeons beaucoup de ces sujets, d'être présent aujourd'hui au Forum de Paris sur la paix et d'avoir choisi, parmi les nombreux segments auxquels il aurait pu participer, ce segment consacré à la défense et au respect du droit international humanitaire. Et au travers de lui, je veux remercier l'Espagne, qui est un soutien de longue date du Forum de Paris sur la paix, ce qui témoigne de son attachement au multilatéralisme et aux logiques de coopération pour la résolution des enjeux mondiaux. Donc cette initiative, je vais vous parler très, très librement et en toute transparence. C'est à la fois pour porter un message politique de soutien de la part d'un grand nombre de pays au respect du droit international humanitaire, et c'est la mise en commun de bonnes pratiques pour le respect du droit international humanitaire, parce que les questions humanitaires sont parfois instrumentalisées à des fins politiques, mais parfois on manque tout simplement, les armées, les belligérants manquent tout simplement de savoir-faire pour que le droit international humanitaire soit respecté. À ce stade, même si je me félicite que cette initiative portée par le Comité international de la Croix-Rouge ait recueilli un grand nombre de soutiens, je dois dire que j'ai été un peu déçu. Puisque lorsque nous sommes rassemblés à New York pour formellement acter la création de ce groupe et nous projeter toutes et tous vers la conférence internationale de 2026 qui sera consacrée à ce sujet, j'avais proposé que nous puissions, avec les membres fondateurs, prendre une première déclaration sur la situation humanitaire, notamment à Gaza, qui me paraissait être consensuelle, en faisant abstraction des considérations politiques et en se concentrant sur le respect du droit international humanitaire. Nous ne sommes pas parvenus, à l'époque, à prendre une telle déclaration. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dur à ce que cette conférence internationale en 2026 ne soit pas un grand succès. Elle doit être un grand succès, c'est un impératif, pour montrer la pression politique internationale sur ces sujets, et puis pour développer au maximum les bonnes pratiques. Que dans tous nos pays, et dans tous les pays qui sont amenés à être engagés sur ces questions de respect du droit international humanitaire, les armées puissent être formées au respect de ce droit, que les diplomates puissent l'être également, et que les bonnes pratiques des uns deviennent les bonnes pratiques des autres, et pour qu'on puisse progressivement relever le niveau de la jurisprudence, plutôt que de la laisser, comme nous le voyons malheureusement autour de nous, s'abaisser avec des standards qui deviennent inacceptables et qui trahissent en quelque sorte la promesse qui était celle des Nations Unies il y a 80 ans. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre franc-parler et les mesures concrètes que vous avez abordées. Ministre Alvarez, what can states do to strengthen the protection of civilians? Comment est-ce que la protection des civils dans un contexte de conflit peut être une priorité? Qu'est-ce qu'a fait l'Espagne pour protéger le DIH, aussi bien de manière théorique que pratique?
commencer, parce que je vais continuer ensuite en anglais, remercier la France et tous les gens qui participent pour la 8e fois tenir ce forum qui est plus important que jamais. Dans des moments où il y a des tentations unilatéralistes, il faut rappeler sans cesse, et je pense qu'à Paris, pendant des jours, nous allons les faire, qu'aux grands défis globaux, il n'y a pas des solutions différentes des solutions multilatérales. Et le droit international humanitaire, certainement, est une de celles-là. Il y a 3 éléments sur lesquels nous devons travailler par les temps qui courent. Premièrement, nous devons dire quelque chose qui est évident, mais qui doit être rappelé, qui doit être asséné, qui doit être répété en permanence. La guerre n'est pas le moyen de régler des désaccords et des différends entre des États et des populations. La guerre ne saurait être la solution à des problèmes de politique étrangère. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le droit humanitaire, international humanitaire, basé sur les conventions de Genève, n'est pas une option. Ça n'est pas quelque chose que vous décidez d'appliquer ou pas. Il ne s'agit pas d'idées philosophiques séduisantes. Elles sont contraignantes, elles sont en vigueur et elles s'appliquent à tous. En Espagne, ce que nous faisons, c'est que nous mettons en application la nécessité d'être cohérents. Nous disons toujours la même chose, que l'on parle de l'Ukraine, que l'on parle du Gaza, du Soudan. Nous assonons le même principe en permanence. Nous avons les mêmes objectifs, à savoir la définition, la protection des civils telle qu'il est édicté dans la lettre du droit international. Il est interdit de régler nos différends entre États aux dépens de la population civile. Et ça, c'est parfaitement clair. Toute dérogation à ces règles est une dérogation au droit international humanitaire. Il y a des mécanismes de responsabilité. Encore une fois, les conventions de Genève ne sont pas une option et le droit international humanitaire s'applique à tous, que l'on soit un État ou un groupe armé au sein d'un pays. La protection des civils est un impératif absolu. Vous ne pouvez pas vous tourner contre la population civile, vous ne pouvez pas bafouer le droit international, vous ne pouvez pas empêcher du personnel médical ou humanitaire d'entrer dans le pays. Et voilà les mécanismes de responsabilité. Et c'est quelque chose qui peut finir devant les tribunaux internationaux, que ce soit la justice internationale qui se manifeste par la Cour pénale internationale ou le tribunal international de justice. On ne doit pas avoir peur de mettre des mots sur les réalités. Un crime reste un crime, quelle que soit la personne qui le commette. Encore une fois, nous sommes très attachés à cette idée de cohérence. Sans une telle cohérence, cela affaiblirait notre action diplomatique et cela nous affaiblirait également vis-à-vis de nos partenaires qui pourraient légitimement nous accuser de faire 2 poids 2 mesures et d'appliquer les règles différentes selon les personnes auxquelles on s'adresse et selon les personnes dont on parle. En Espagne, nous sommes très attachés à cette idée. Nous sommes également attachés à l'idée selon laquelle nous avons un discours politique qui est toujours non seulement cohérent, mais également pragmatique. Nous poursuivons toujours les mêmes objectifs. Nous devons d'abord mettre les choses en action, ce qui signifie financement. Et pour ce faire, nous avons triplé le montant de notre assistance humanitaire. La nuit dernière, nous avons pris la décision d'envoyer l'un de nos hôpitaux de terrain en Jamaïque où la tempête a eu pour conséquence des destructions considérables. Mais ce n'est pas que la Jamaïque, c'est également l'Ukraine, c'est également d'autres pays. Dès que nous en avons la possibilité, nous nous rendrons à Gaza, nous aiderons la population. Et nous devons également financer les organisations internationales. Si vous choisissez UNRWA aujourd'hui, il est plus important que jamais d'être aux côtés des organisations qui en ont besoin. On a besoin de protéger
et de fournir des aliments aux 6 millions de populations en Palestine qui dépendent de l'intervention du UNWRA. Donc plus que jamais, il est capital, à l'instar de l'Espagne, qui a multiplié par 3 son budget humanitaire, d'être toujours à l'écoute des besoins des populations civiles. Au niveau européen, au niveau onusien, nous avons une coalition de bonne volonté, nous avons une voix européenne qui s'exprime de manière très forte, notamment sur le dossier du Proche-Orient, et nous travaillons par ailleurs avec la Croix-Rouge. Donc voilà, il est tentant, plus que jamais, de retourner à un État proche de celui du 19e siècle. Il est tentant de se dire que la politique étrangère peut être menée de manière un peu antédiluvienne. Et il me semble que c'est une tentation que nous devons refuser. Le seul moyen de obtenir une paix durable, c'est de protéger le DIH. L'autre chose que je souhaite dire, l'autre leçon que vous devez garder en tête, c'est que la paix ne peut se faire qu'au niveau mondial et les choses ne peuvent être résolues de manière bilatérale. La défense du DIH, la protection des populations civiles ne peut se faire que mondialement. Peu importe où cela se fait, tout aura une incidence sur chacun et chacune d'entre nous. Et la raison pour laquelle nous devons continuer d'appuyer l'ONU, les organisations internationales et également veiller à trouver des solutions multilatérales. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame Ollongren, l'Union européenne soutient des travaux humanitaires importants pour protéger le DIH, empêcher les violations du DIH et protéger les civils. Il faut passer de la théorie à la pratique, cependant. Et il y a du travail de surveillance. Comment prévenir les conflits plutôt que de répondre aux situations en cours? Merci pour cette question. Merci aux autres panélistes. Je pense que nous sommes dans un panel où tout le monde est d'accord. Nous soutenons tous l'état de droit, le DIH, la prévention des conflits également. Pour répondre à votre question, pourquoi est-ce que l'UE se concentre sur la prévention et l'action? Eh bien, c'est parce que nous voyons bien ce qu'il se passe. Il y a un paradoxe. Nous avons construit des systèmes internationaux d'état de droit. Et ces systèmes sont extrêmement accessibles aujourd'hui, mais ils sont également extrêmement menacés. Nous avons parlé de l'UNRWA, nous avons parlé de la Cour de justice internationale, la Cour pénale internationale. Toutes ces institutions sont attaquées, sont remises en question. Et donc nous devons nous soulever contre ce paradoxe. Nous devons travailler à corriger ce récit. Il ne faut pas simplement rappeler aux personnes que nous avons ces systèmes. Nous devons leur rappeler pourquoi nous avons ce système. Il y a de nombreuses guerres, de personnes qui souffrent, des personnes tuées, des personnes qui doivent fuir leur pays. Pourquoi n'avons-nous pas prévenir ces situations? A priori, nous ne sommes pas capables de tout prévenir, évidemment. Je pense que ce système permet déjà de prévenir certains conflits. Mais nous vivons à une époque où les acteurs étatiques et non étatiques ne se préoccupent pas du DIH. Les guerres
les civils, le système de santé, l'aide humanitaire sont censés être protégés par nos règles. Mais ce n'est pas le cas. Nous le voyons aujourd'hui au Soudan, à Gaza, en Ukraine, au Myanmar et dans d'autres pays à travers le monde. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à se battre pour protéger tout cela. Et je pense que c'est ce que l'UE essaye de faire. Nous devons porter cette voix dans le monde. C'est ce qui est attendu de nous, c'est ce qui est entériné dans nos traités. Cela fait partie de l'ADN de l'Union que nous avons construite, qui est né comme projet de paix. Et je pense qu'ici, au Forum de Paris pour la paix, nous devons garder cela à l'esprit. L'Union européenne est un projet de paix très important. Il n'y a pas eu de guerre entre les pays de l'Union européenne. Il y a des guerres hors il y a des pays hors de l'Union européenne qui veulent rentrer dans l'Union européenne, les pays des Balkans, l'Ukraine par exemple. Ces pays partagent nos valeurs, partagent notre vision des droits humains, le principe de la démocratie également. C'est pour ça que je crois personnellement ce qu'on appelle le soft power. Aujourd'hui, on parle beaucoup plutôt du hard power, tout cet aspect militaire, cet aspect de pouvoir, de force. Évidemment, c'est important, mais nous devons également nous rappeler du soft power et de l'importance de l'état de droit. Et quelque chose que je voudrais ajouter qui est pour moi très important, c'est la reddition de comptes, qui ferme la marche. Car si un conflit a lieu, il y aura une situation post-conflit. Pour l'Union européenne, pour la France, pour les Pays-Bas, au début de la guerre en Ukraine, nous avons commencé à rassembler des preuves de crimes de guerre immédiatement, dès le début de la guerre, en relation avec les pays concernés, l'Ukraine, la Serbie. Ces preuves doivent être rassemblées pendant la guerre. Cela comporte du danger. Les États doivent faire ce travail, les ONG également, les magistrats, les cours internationales doivent travailler sur ces cas, car un jour, il y aura une obligation de rendre des comptes. Car s'il n'y a pas de reddition de comptes, il continuera à avoir des conflits. L'UE fait un grand travail. Parfois, nous ne faisons pas la promotion de ce travail. Il y a des accords transactionnels qui sont créés avec une paix presque achetée. Nous ne croyons pas en ce genre d'accord. L'obligation de rendre des comptes est très importante. C'est un processus compliqué, difficile, mais essentiel pour préserver les sociétés dans les pays concernés et pour pouvoir aller au-delà du passé et se tourner vers l'avenir. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé la façon de dire que l'Union européenne est un projet de paix. C'est une bonne transition pour mon deuxième tour de questions sur l'obligation de rendre des comptes. Myriana, je reviens vers vous. Dans l'initiative globale, les États et le CICR essayent de trouver le lien entre le DIH et la paix durable. Les règles du DIH peuvent jouer un rôle dans les guerres. Pour vous, comment le DIH nous permet d'atteindre la paix? Il y a 2 ans, je pense que nous n'aurions pas eu ce genre de débat sur le droit de la guerre et l'importance du droit de la guerre. 1 an après le début de l'initiative, nous voyons déjà des résultats. Nous avons mené des centaines de consultations et 130 États y ont pris part.
Voilà l'aspect pratique de l'initiative. Nous voulons passer de la théorie du DIH, nous voulons traduire cette théorie en pratique, en action. Les États peuvent faire plus. Nous avons 7 domaines. 3 se concentrent sur la prévention et 4 se concentrent sur les conflits, protéger les civils, les infrastructures. Nous avons un domaine spécifique sur les logements. Il y a également la guerre cyber qui est importante. Ce que nous observons sur le terrain, notamment à Gaza, en République démocratique du Congo, en Thaïlande, au Cambodge, au Soudan et dans nombre d'autres endroits, que la première étape, le premier pas vers la paix est un pas humanitaire. Cela commence toujours par plus d'accès pour le personnel humanitaire, plus d'accès à l'aide humanitaire et en mesure de confiance, libérer des otages, libérer des prisonniers, même avant la création d'un cessez-le-feu. Tout cela aide à préserver le cessez-le-feu pour des négociations plus en profondeur par la suite. Les opérations en cours à Gaza sont extrêmement complexes, très sensibles et très dangereuses pour toutes les personnes sur le terrain. Ces opérations sont toujours en cours. Et nous devons terminer cette première phase parce que le cessez-le-feu doit continuer. Des millions de vies sont en jeu. Si les hostilités reprennent, il n'y a plus aucune résilience du côté des populations. L'aide humanitaire ne prévient pas la guerre, mais prévient la barbarie dans la guerre. Et nous ne pouvons pas jouer à 2 poids 2 mesures. Nous devons traiter une vie humaine comme une vie humaine, peu importe dans quel camp elle se trouve. Car voilà la garantie qui nous permettra de revenir sur le chemin de la paix. Si on détruit les garde-fous qui préviennent la barbarie, alors la vie normale ne reprendra que dans des générations. Lorsqu'on oblitère la bande de Gaza, lorsqu'on tolère ce qu'il se passe au Soudan, on envoie un message à 450 groupes armés que cela est permis. Et tout cela est amplifié par les nouvelles technologies. Des drones ont voyagé sur plus de 200 km au Soudan, notamment à l'aéroport à Port-Soudan. Nous savons que ces drones peuvent attaquer n'importe quelle ville en Europe à n'importe quel moment. C'est l'avenir de la guerre. Et c'est cela qu'il faut prévenir. La victoire totale, au final, ce n'est que la destruction. Une fois qu'on l'on dit que la victoire totale est possible, qu'aucune règle n'est respectée, on expose en tant que dirigeant politique sa population à la menace qu'est la guerre et cette menace d'être complètement déshumanisée, ce qui est le cas pour les civils dans de nombreux théâtres de guerre aujourd'hui. Et cela va nous hanter si l'on n'agit pas. C'est pour ça que le DIH est très important. Nous ne réussirons pas sans leadership politique. La responsabilité principale est la responsabilité des États. Les États doivent respecter le DIH.
Ils doivent respecter l'esprit de cette loi et ne doivent pas appliquer différentes normes, différentes règles à différents alliés. Le plus important, c'est lorsqu'un pays dit à un de ses alliés d'arrêter de violer la loi. C'est beaucoup plus courageux que de condamner un ennemi. Condamner un allié, c'est courageux. Est-ce qu'on peut avoir accès aux otages? Est-ce qu'on peut avoir accès à la population civile? Est-ce qu'on peut apporter un soutien humanitaire pour amener à la paix? Une des premières étapes lors d'un cessez-le-feu est un échange d'otages et de prisonniers. Le CICR est mentionné dans de nombreux cessez-le-feu, de nombreux accords de paix. Nous n'avons pas l'histoire, le passé des Nations Unies et leurs capacités. Nous sommes dépendants des Nations Unies, de leurs camions. Mais il est important d'avoir un acteur impartial, indépendant, pour créer ce chemin vers la stabilité, pour recréer une économie formelle. C'est ce que nous voulons voir au Proche-Orient et dans la Corne de l'Afrique, en Europe de l'Est également. Et donc, nous vous demandons de travailler à cela avec nous. Merci, Myriana. Vous avez parlé de cette première étape vers la paix et de cette pression d'État contre les autres. Dans un monde de plus en plus paralysé, les acteurs qui respectent le DIH n'arrivent souvent pas à agir assez vite. Et donc, dans ce contexte, qui devrait assumer la responsabilité pour ce qui se passe à Al-Asha? Pour moi, c'est le Conseil de sécurité. Je pense que le Paris Peace Forum peut jouer un rôle important, notamment pour ces conflits ou ces tensions oubliées, ces tensions qui peuvent ensuite mener à une guerre ouverte. C'est le cas pour certaines régions en Afrique, pour les Balkans, les Balkans occidentaux. Et vous l'avez remarqué, nombreux acteurs de ces régions sont présents à cette 8e édition. Et le président Emmanuel Macron a eu une réunion avec 3 responsables du gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Et c'était vraiment quelque chose d'inédit. Et donc je pense que le forum peut faciliter la discussion, peut réduire les tensions et peut nous permettre d'éviter des conflits à l'avenir. Mais le Conseil de sécurité doit et devra jouer un rôle extrêmement important à l'avenir. C'est pour cela que nous voulons une réforme du Conseil de sécurité pour pouvoir aller passer outre le droit de veto et pour que les règles les plus basiques du DIH soient respectées. C'est l'initiative veto que nous portons avec le Mexique. Nous avons besoin d'un Conseil de sécurité plus légitime. C'est pour cela que nous voulons que les membres permanents soient agrandis, pour que la décision du Conseil de sécurité porte le poids et soit plus représentative, représente le monde d'aujourd'hui, pas le monde d'il y a 80 ans. Donc nous travaillons de manière ardue pour tout cela. Et encore une fois, je pense que le forum peut être un rendez-vous
important pour tous ceux qui se préoccupent du multilatéralisme, pour qu'ils se rassemblent, trouver des moyens de construire des coalitions pour ne pas rentrer. Il ne s'agit pas de rentrer en compétition avec le multilatéralisme traditionnel, mais de créer quelque chose en parallèle. Merci beaucoup. Donc, réformer plutôt que remplacer. Voilà votre message. Monsieur Alvarez, l'Espagne s'est soulevée contre les violations du DIH à Gaza plutôt. Et vous avez pris des mesures contre Israël. Comment s'assurer que les personnes qui violent le DIH soient obligées de rendre des comptes? Je pense que c'est un élément clé qui sera clé au cours des prochains mois et des prochaines années. Si vous pouvez violer en toute impunité le DIH à Gaza ou en Ukraine, si vous pouvez envahir un pays en toute impunité, alors il est clair que le monde à l'avenir sera plus dangereux pour tous. Nous devons mettre en place des principes très clairs et l'Espagne le fait. Un de ces principes est le suivant. L'assistance, l'aide humanitaire doit pouvoir rentrer à Gaza sans aucun obstacle. Tous ceux qui, en toute impunité, ont tué du personnel humanitaire, des centaines de travailleurs humanitaires ont été tués à Gaza et ces personnes doivent rendre des comptes. Il faut se rappeler que la Cour de justice internationale a invité tous les États membres, comprend tous les États membres des Nations Unies, et notamment Israël. Vous l'avez dit, l'enjeu est énorme. Il s'agit de notre propre sécurité. Nous devons renforcer le cessez-le-feu. Nous devons nous assurer que l'aide humanitaire puisse entrer à Gaza, encore une fois sans aucun obstacle, en toute indépendance, en toute impartialité. Israël ne peut pas décider qui a accès à Gaza aujourd'hui ou demain. La vraie solution pour la paix, pour la sécurité, pour tous, et notamment le peuple israélien au Moyen-Orient, la solution est la solution à deux États. Tout ce que nous faisons en Espagne pour Gaza est motivé par deux choses. Premièrement, nous voulons être cohérents. Cohérents par rapport à tout ce que nous disons sur d'autres conflits, notamment en Ukraine. Nous respectons le droit humanitaire international en Ukraine et nous le faisons également à Gaza. Deuxièmement, nous sommes un pays qui n'accepte pas que le seul moyen d'avoir une relation au Moyen-Orient entre le peuple israélien et le peuple palestinien est à travers la violence. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une autre solution que la violence. La France et l'Espagne le savent bien. La question de la frontière était une sorte de malédiction biblique pour nous entre la France et l'Espagne. Et aujourd'hui, nous avons créé un cercle vertueux. Nous coopérons ensemble. Et nous pensons que cela est possible également au Proche-Orient, notamment pour la Palestine et Israël. Au fond, ce qui est important pour arriver à la solution à deux États, c'est qu'il faut respecter le droit international humanitaire, sinon il faudra rendre des comptes. Oui, l'obligation de rendre des comptes est très importante. Le cadre de l'Union européenne
parle d'impunité, d'obligation de rendre des comptes et que tout cela est prioritaire. Étant donné que le droit international humanitaire est violé, souvent sans répercussion, que faites-vous pour soutenir les mécanismes de justice internationaux comme la Cour de justice internationale pour qu'il n'y ait plus d'écart entre les pays en termes d'obligation de rendre des comptes? Je vais répéter ce qui a déjà été dit, mais le droit international doit être maître sur le monde. La violence ne doit pas être maître. Les systèmes de justice sont menacés aujourd'hui. Nous avons besoin de leadership politique. Cela veut dire de la volonté, du courage politique, comme les deux ministres le montrent ici aujourd'hui. Je pense que c'est très important. Et c'est ce que doit faire l'Union européenne également. Nous devons rester dans le concret. Nous devons accepter que nous ne pouvons pas tout faire tout seuls. Donc vous me demandez ce que je peux faire. Eh bien, ce que je peux faire, c'est de rassembler les personnes, promouvoir la création de coalitions et me connecter à la société civile. La société civile qui joue un rôle très important. L'espace civique se rétrécit partout. La société civile est un partenaire très important lors de conflits, lors de guerres, dans ces différentes régions, dans ces différents pays. La société civile est essentielle, notamment pour l'obligation de rendre des comptes. La société civile est présente sur le terrain, ils connaissent les populations, ils peuvent rassembler les preuves, un travail très dangereux, et les rendre accessibles à la Cour de justice internationale. C'est le cas à Gaza, c'est le cas en Ukraine. J'ai beaucoup travaillé sur la question de l'Ukraine. Et ce que nous avons vu pendant 3 ans lors de l'invasion à grande échelle, lors de la guerre, c'est tout ce travail de préparation pour après la guerre. Cela peut servir d'exemple pour la coordination, la coopération internationale. Nous avons vu la coopération avec la CJI, avec les tribunaux de différents pays, et nous devons respecter tout cela. Cela est preuve de notre crédibilité pour le reste du monde. Et cette idée de poids, de mesure, nous en avons parlé. Nous devons faire face à cette problématique. Et nous devons souligner que ce système va pour tout le monde. Tout le monde est sujet à ce système. Nous défendrons ces tribunaux internationaux. Et dernière remarque, je souhaite répéter que sans obligation de rendre des comptes, l'impunité régnera. Nous vivons une période difficile et c'est une responsabilité pour nous, mais nous devons la respecter. J'étais enquêteur à la Cour de justice internationale sur la question du Soudan et du Congo. Et donc je vous remercie pour vos mots. Pour clore, il y a de plus en plus de conflits à travers le monde. Il y a de plus en plus de violations du DIH. Ces principes sont mal interprétés, sont questionnés, sont bafoués. Le défi aujourd'hui n'est pas seulement de réaffirmer les principes du DIH, mais de prendre des actions concrètes, comme nos panélistes l'ont dit aujourd'hui. Ce forum, le Forum de Paris pour la paix, est une des meilleures façons de parler de ces problématiques de manière théorique, mais également concrète. Cela nous permettra de garantir que le DIH reste concret, reste pertinent dans les conflits d'aujourd'hui. Le monde est au bord d'une falaise et c'est la responsabilité de tous, les dirigeants politiques, les civils, les États, de protéger les civils. Protéger les civils doit rester un objectif politique et militaire. Je veux remercier les panélistes. Merci de les applaudir.